8 heures à Baltimore, 18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous invitons à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois invités qui vont se succéder à tour de rôle. Le tout premier et le principal d'ailleurs de notre Kinshasa direct de ce soir, Fiyou Ndondoboni, le président parti politique Orange. Avec lui, on va parler du tribalisme, un danger pour la construction de la République démocratique du Congo. Il est initiateur d'une proposition de loi qui va certainement soumettre à un député national qui vont devoir en débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons parler des contours de cette proposition de loi et aussi certainement d'autres sujets d'actualité. Union sacrée Katumbi entre le doute ainsi que le positionnement. Là, ça sera notre invité et c'est Sénat Bakonga, cadre d'ensemble. Il sera aussi de notre débaptisation de la chaussée Kasenga. Vous le savez très bien au niveau du Haut-Katanga, on a donné cette chaussée du nom du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce une politique des charmes pour le président Kabila? Nous allons en parler avec un invité qui sera de notre. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Beni dans la province du Nord Kivu ce lundi. Ceci après l'étape de Bunia en Ituri où il a évalué l'état de siège qui a été instauré par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis le 6 mai dernier. Accompagné de membres de son gouvernement et des députés nationaux, il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant. À Beni, le numéro 1 du gouvernement va évaluer l'état de siège et s'imprégner des conditions de vie de la population longtemps meurtrie. 57e anniversaire du parti lumumbiste unifié. Le secrétaire général Willy Makiashi réaffirme l'appartenance de ce parti politique à l'Union sacrée, une occasion pour ses militants et cadres de la célébrer avec faste. Dans l'actualité panafricaine, le retrait de la moitié des forces tchadiennes déployées dans le cadre de la force régionale G5 Sahel peut-il pénaliser l'action militaire sur le terrain? L'armée française se montre rassurante malgré l'annonce du retrait de 600 hommes sur les 1200 déployés dans cette région. Ceci intervient alors que les attaques djihadistes se sont multipliées dans la zone dite des trois frontières. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure, certainement avec Grace Salambo. Tout de suite, notre tout premier invité, Fiyou Ndondoboni. Voilà, tel qu'annoncé, Fiyou Ndondoboni, bienvenue. Merci Voilà, pour l'invitation. C'est votre toute première fois de répondre à notre invitation. En effet, oui. Voilà, et effectivement, il y a cette question sur le tribalisme qui taraude certainement les esprits des Quinois, pas seulement des Quinois de tout Congolais. On commence vraiment à sentir la montée vraiment du tribalisme. Et vous êtes à la base d'une proposition de loi. Vous voulez assez qu'on en débatte au niveau de l'Assemblée nationale.
Et est-ce qu'on peut savoir les contours de cette proposition de loi? En effet, nous sommes partis d'un constat que nous avions fait dans l'environnement social, sociopolitique actuel. Les choix, les décisions ou les options qui commencent à se prendre maintenant ne s'appuient plus sur la rationalité, sur le principe de performance, d'efficacité, de valeur, tout ça, mais ça commence à avoir un soubassement purement tribal, au lieu que le choix soit fait sur les objectivités. Nous avons interrogé l'histoire de notre pays, nous nous sommes rendus compte que chaque fois que nous avons fait hausser cette question de tribalisme, le pays allait vers un déchirement. Mais chaque fois que nous avons haussé la voix pour l'unité, le pays prenait l'élan du développement. La preuve, c'est qu'à l'indépendance, tout le monde s'est retrouvé uni autour de la table ronde de Bruxelles. On a apporté l'indépendance. Mais juste après l'indépendance, il y a eu les instants tribaux qui se sont développés auprès des différents acteurs politiques de l'époque, qui a fait que le pays s'est éclaté. Et cet éclatement a permis en 1965 qu'une dictature puisse s'imposer avec l'avènement du feu maréchal Mobutu Sese Seko. Mais au début des années, ou dans les années 90, il y a eu également cette réalité tribale entre le Hutu et les Tutsis dans un pays voisin à la République démocratique du Congo. Et ça a mené une autre rivalité, le bloc de Est et de Ouest en République démocratique du Congo, et qui a poussé les différentes rébellions à s'installer sur des bases purement tribales en République démocratique du Congo. Mais Sun City a fait que dans cette unité, il y a eu l'élan de développement aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Chaque fois que nous mettons dans l'unité, le pays se développe, mais chaque fois l'instinct tribal se développe, le pays se déchire. Aujourd'hui, nous constatons la même situation. Ce discours tribal est en train de prendre Qu'est-ce qui favorise ces discours tribaux? Vous ne voyez pas que tout ça est né par rapport à certaines frustrations? On a senti il y a des nominations par rapport à une tribu alors que d'autres ne se retrouvent pas. Et tout ça, ça commence beaucoup plus à créer des frustrations. C'est possible, mais un leader, quand il a une vision, quand il porte une vision, sa vision est portée sur des valeurs. Sa vision a comme soubassement des valeurs. Le tribalisme n'est pas une valeur assurée, bien que l'attachement à sa tribu n'est pas mauvais en soi, parce qu'à l'indépendance, quand on a attribué l'indépendance au Congo, Léopold à l'époque, c'était la sommation de plus ou moins 450 tribus qui constituaient la République démocratique du Congo. Donc l'attachement à sa tribu n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la tribu devait être considérée comme une source d'inspiration pour amener cela au niveau national, parce que c'est l'État qui est considéré comme un partenaire des autres et non pas sa tribu. On a besoin de former une nation, et cette nation-là va faire à ce que nous soyons forts vis-à-vis des autres. Et ce qui favorise justement ce tribalisme, ce n'est pas cette question de frustration, c'est plutôt l'état d'esprit, les comportements des uns et des autres, la perception des uns et des autres et la réalité de vie des uns et des autres face à cette question de tribalisme. Ici, nous avons mis en place des dispositions en termes préventifs, en termes de sanctions ou en termes d'application concrète pour que cette question du tribalisme ne soit plus, quelles que soient les attitudes des uns et des autres, ne puisse pas avoir un impact destructeur par rapport à notre nation. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour Les dispositions que nous avions prises du côté de la prévention, nous avons fait des propositions. Il y a quelques propositions, entre autres dans le secteur de l'éducation. Vous savez que c'est la langue qui constitue le soubassement, l'élément qui véhicule la culture d'une personne. Donc nous avons fait la proposition à ce que les 4 langues nationales soient insérées dans le programme scolaire et que quand un enfant a son diplôme d'État, il soit en mesure de parler les 4 langues nationales. Ça crée déjà un attachement vis-à-vis de toutes les tribus de la République. Il y a la question des seuils par rapport aux configurations de la fonction publique ou autre, et qu'aucune tribu ne doit aller au-delà de 15% quand on fait certaines mises en place. Il y a certaines pratiques en termes de la création de partis politiques ou associations culturelles et l'interdiction que les associations partis culturels puissent avoir un soubassement purement, comment on l'appelle, tribal. Et il y a également la promotion de certaines activités qui vont dans le sens de créer l'unité nationale. C'est dans le secteur de la prévention. Mais il y a la question de la sanction également. Il est vrai que le code pénal définit déjà certaines sanctions quant à cette question du tribalisme et
du tribalisme, racisme et tout ça. Mais ici, il est question d'accentuer un peu la sanction sur les acteurs politiques et les leaders d'opinion. Les sanctions du genre, quiconque est sanctionné par un juge sur cette question, ses droits devraient être retirés par rapport, par exemple, il ne peut pas être nommé, il ne peut pas être postulé, il ne peut pas... Ces droits-là devraient lui être retirés pendant un certain temps pour que ça puisse créer une peur, ça puisse créer une crainte pour que ces discours ne soient plus faits devant la population. Et troisièmement, c'est la question, l'application d'une territoriale que nous appelons de non-originaire. Ici, il est question, d'abord, par rapport au pouvoir régalien. Dans une province, par exemple, les différents pouvoirs régaliens du genre, le patron de l'ANER, de l'armée, de la sécurité, de la police, tous ces responsables-là ne devraient pas être d'une même province. Il y a également le gouvernement provincial. On dit que la province d'origine ne devrait pas avoir plus de 40% comme quota et les 60% devraient venir des autres provinces. Il y a la question maintenant du choix du gouverneur. Nous disons que l'idéal serait que le gouverneur ne soit pas issu de la province, mais il pourrait être issu de la province à une seule condition, que ce gouverneur puisse démontrer son ancrage dans le secteur de développement, de l'investissement dans la province. Mais avec ça, vous serez obligé de revoir la Constitution, alors? Non, il n'y a aucune révision. Mais lorsque vous appliquez le principe des non-originaires, nous savons que lorsqu'on postule, on est par exemple par rapport à sa province, vous demandez à un non-originaire d'être dans une province qui n'est pas la sienne, vous serez obligé de revoir. Non, il n'y a aucune révision. Il n'y a aucune révision constitutionnelle parce que le gouverneur est élu au second degré par l'Assemblée provinciale. Les différents, c'est un parti politique ou un regroupement politique qui est majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale et c'est ces partis politiques ou regroupements politiques qui proposent le candidat gouverneur au sein de l'Assemblée. Donc, c'est le parti dans son fief qui doit être à mesure de proposer un candidat gouverneur qui sera élu par la majorité qu'il aurait déjà constituée au sein de l'Assemblée nationale. On a vécu dans ces pays des personnes qui n'étaient pas originaires des différentes provinces, qui ont impacté positivement les différentes provinces, au Nord Kivu, au Katanga et autres. Donc, il est possible. L'objectif dans tout cela, c'est quoi? C'est de bâtir une nation. C'est de faire à ce que le Congo soit un tout. Parce qu'aujourd'hui, il faudra que nous soyons à mesure de créer cette appartenance nationale. Et chaque Congolais, il soit du nord, du sud, est ou ouest, soit à mesure de se frapper la poitrine pour se dire « je suis Congolais ». Non pas sa tribu, mais il est Congolais, il porte cette nationalité avec fierté. Oui, cette nationalité, surtout avec ce qui des demi-Dakar, ça aussi, ça risque encore d'envenimer la situation. Bon, la question... Cette histoire de loi Tchani, ça risque aussi d'envenimer la situation. Ça, c'est une autre question. La loi par rapport à la protection de certaines fonctions régaliennes. Oui. Ça, c'est une réalité, une proposition qui est faite, qui est au niveau de l'Assemblée nationale, qui va faire l'objet d'un débat. Et c'est un débat démocratique qui va se faire. Et vous y tenez toujours à ce que débat se fasse au niveau de l'Assemblée nationale? Mais la loi a été déposée, c'est tout à fait normal. Oui, mais vous ne voyez pas qu'au niveau de l'union sacrée, ça risque certainement Non, ce n'est pas une question de l'union sacrée. Il faut faire la part des choses. Il y a la nation qui doit se développer. Il y a l'union sacrée qui est conçue comme un concept lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, où la gestion du pays devrait être basée sur le résultat et tout le monde devra se retirer de son appartenance, se dissocier de son appartenance politique pour donner l'intérêt au développement de la nation. Ça, c'est le concept. Est-ce que ça, c'est opportun? Vous voyez, aujourd'hui, comme par exemple, vous parlez du tribalisme, on sent certainement la montée du tribalisme. Et la population, et presque le peuple congolais, est d'accord pour en débattre. Mais aujourd'hui, vous voulez en débattre sur la congolité abusement appelée par certains, ou la loi Tchani pour les autres, mais vous ne voyez pas que ça va encore créer des frustrations? Si cette question n'était pas encore déposée, je pouvais donner un avis, mais étant donné que c'est au niveau de l'Assemblée nationale, donc ça sera, les élus du peuple vont en débattre, si la loi est inscrite. Mais déjà, ils vont en débattre, ensemble de Katumbi, il parle d'une ligne rouge, hein. Non, mais nous sommes dans un état. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, veut une nation démocratique. Nous sommes dans un état de droit. N'importe quel Congolais a la possibilité de s'exprimer et de faire des propositions. Le président Moïse Katumbi, avec beaucoup de respect, il a ses ambitions, il a ses options, il a sa façon de voir, il y a ceux qui sont autour de lui, ont leur façon également de concevoir les choses. Donc, ce qui fait que dans un débat démocratique, les options vont être levées. Les options vont être élevées pour l'intérêt de la République. Oui, du reste, pour l'intérêt de la République. Chaque député qui est à l'Assemblée nationale va
faire donner ses avis, va réagir et à fin des comptes, Et l'option va être levée pour vous allez l'intérêt de aussi la République. frustrer vos partenaires, les États-Unis d'Amérique. On a vu déjà l'ambassadeur américain qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette loi. Mais avec ça, vous ne voyez pas qu'un certain temps, ça va aussi faire mal. Non, comme je dis, il n'est pas question d'une quelconque frustration, il est question de voir les intérêts du Congo. Donc, le président, le candidat président Noël Tchani, je n'ai pas cité son nom, a fait une proposition. Il a fait sa motivation par rapport à sa façon de concevoir les choses. Il se rend compte qu'il y a un problème dans la société. Maintenant, il revient à une diversité qui se retrouve à l'Assemblée nationale, de débattre justement autour de cette question. N'est-ce pas qu'on dit que des chocs des idées jaillit la lumière? Donc, de tous ces chocs des idées qui vont avoir lieu au niveau de l'Assemblée nationale, une lumière va jaillir pour l'intérêt de la Et République. dans l'objectif aussi d'écarter un candidat à la course présidentielle. Non, il n'est pas question d'écarter qui que ce soit aux élections. En 2018, bon, le président d'ensemble a été écarté aux élections. Mais pour revenir ici au pays, le chef de l'État, sans difficulté, a favorisé son retour. Il a favorisé, mais... a favorisé son retour, a facilité également... ils ont échangé, ils entretiennent de très bonnes relations. La question ici n'est pas une question d'écarter qui que ce soit. Ce n'est pas cette question. Du reste, en 2023, il y aura beaucoup d'alliances qui vont se faire. Il n'est pas question d'écarter qui que ce soit. Il est question de voir d'une manière générale les intérêts de la République. Et si, face à ces intérêts, la loi n'est pas opportune, je pense que les députés nationaux, pour qui la population fait confiance, va lever les options. Voilà, Fiu Ndondoboni, vous faites partie d'un cercle restreint. Parce qu'on vous a vu aux côtés du feu Kitenge Yezu, paix à son âme d'ailleurs, des stratégies montées, mais jusque-là, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, rien ne bouge. Oui, la Commission électorale Il n'y a pas de indépendante... stratégie, vous êtes à court de stratégie. Non, ce n'est pas une question de stratégie. La responsabilité est confiée aux confessions religieuses. Le chef de l'État, lui, en tant qu'institution et personne, est au-dessus de la mêlée. C'est une question dont l'Assemblée nationale a confié aux institutions aux confessions religieuses qui ont la responsabilité justement de délivrer et de faire une proposition. Et c'est leur responsabilité. Et ils sont redevables vis-à-vis de cette assemblée qui leur a confié cette mission. Donc ici, il n'est pas question de manque de stratégie. Il est question d'une transparence qui est mise en place. La responsabilité confiée aux confessions religieuses, je me rends compte que les confessions religieuses ont un peu de difficultés parce que la division ou le rejet mutuel ne devrait pas faire partir de leur lot. Moi, je suis un produit de l'Église et ça me dérange énormément de voir qu'au sein des confessions, qu'il y ait un tel débat parce que c'est eux qui sont censés de faire un appel à l'unité au niveau national. Donc, vers un bras de fer avec l'Église non, il n'y aura pas de bras de fer. Parce que déjà, l'ECC a demandé à la commission paritaire de ne pas traiter les PV leur déposés par l'autre aile des 6 confessions religieuses. Non, mais je pense plutôt que les confessions religieuses doivent prendre de la hauteur et se dire que la République leur a confié des responsabilités et aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'en cas de blocage, ils seront responsables de cette situation. Et le chef de l'État qui tient à ce qu'en 2023 qu'il y ait des élections, donc il devrait absolument avoir une option pour que les élections se tiennent. Eux ne devront pas être cet obstacle, mais plutôt entre eux d'abord faire un appel à l'unité. Ils s'entendent parce qu'ils sont censés être un modèle pour l'ensemble de la République. Oui, et pourquoi ne pas aussi conseiller à ces qui changent quand même des candidats, parce qu'il y a d'autres qui maintiennent seulement Kadima ou rien, Kadima ou glissement, comme ça circule sur des réseaux sociaux. Pourquoi ne pas prendre d'autres candidats si déjà il y a déjà des soupçons, comme on a fait avec Ronsa Malunda? Non, les cas sont différents en fait. Ce qui fait qu'il y a un agenda. Non, il n'y a aucun agenda. Il n'y a aucun agenda. Je pense que tous les acteurs qui ont siégé, moi je ne connais pas d'une manière personnelle, mais la plupart de personnes qui ont siégé dans cette organisation, c'est-à-dire les confessions religieuses, tous ont reconnu, apparemment, d'après ce que j'ai lu, que c'était les candidats qui avaient les plus efficaces. Ils ont éliminé tant d'autres et c'est lui qui est resté, qui avait toute la compétence nationale, la compétence nécessaire. L'unique couac qui restait, c'est parce que, par coïncidence, il est de la même province, d'après ce que j'entends, de la même province que le président de la Cour constitutionnelle et, entre guillemets, le chef de l'État. On ne devrait pas voir les choses de cette manière. Sinon, aujourd'hui, on risque d'atterrir un discours
comme le président de l'ECC, le président de C'est là qu'il y a le problème du tribalisme. Justement, si on va dans ces discours-là, on risque de tout biaiser. Parce qu'on risquerait de dire le président de l'ECC, le président de Senco et les candidats qui sont en train de soutenir, ils sont tous de la même province. Équateur. Ils sont de l'Équateur. Devront nous dire que leur position radicale de séparation a un fondement tribal. Non, il ne faut pas qu'on aille dans cette option-là. Sinon, on va vivre dans la subjectivité. Il faut qu'on reste objectif. De toutes ces personnes a la compétence nécessaire. Eux-mêmes ont levé les options. C'était le candidat qui reste jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est des 1. Des 2, ils ont levé les options. En cas de manque de consensus, il faut passer au vote. Est-ce qu'ils doivent passer au vote? Je pense que les deux églises, je sais que l'église catholique, l'église protestante, ils ont des pondérations importantes par rapport aux églises de réveil. Les statistiques des années antérieures, actuellement, je ne sais pas quelles sont les statistiques. Sur le plan social, on voit l'ancrage de ces différentes églises. Mais il leur revenait de faire la modification de leur règlement intérieur pour se donner des pondérations en fonction de leur poids. Mais étant donné que cela n'a pas été fait et que chaque église a une voix, ils doivent respecter les règles démocratiques et qu'ensemble, ils ne puissent pas montrer ces spectacles qui, sérieusement, est en train de déranger. Et moi, en tant que chrétien, je n'ai pas vu un de chef spirituel ne fût-ce que donner une proposition entre eux disant que, écoutez, on est bloqué, prenons ne fût-ce que 30 minutes, 1 heure de prière pour que nous puissions lever des options parce que ce qui fait la différence entre les confessions religieuses et les acteurs politiques qui sont des laïcs, c'est la dimension spirituelle de leur foi parce qu'ils sont des représentants de Dieu sur cette terre. Et le chef de l'État devrait trancher parce qu'il s'en serait mis au chef de l'État. Non. Il ne faut pas mêler le chef de l'État dans cette question. Donc il ne va pas trancher. Ce n'est pas. Ils ont tiré ils attendront longtemps ces deux confessions religieuses. Les confessions religieuses ont tiré leur légitimité de l'Assemblée nationale. Ils ont reçu la mission de l'Assemblée nationale. Ils font rapport à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale va remonter son rapport auprès du chef de l'État. Si le chef de l'État, il a toute la liberté, c'est le président de la République, il a les données peut-être que nous autres, nous n'avons pas. Il a la liberté de faire le choix de lever l'option pour recevoir ou pas. Mais ça, c'est mon analyse personnelle. C'est-à-dire, s'il échange avec les confessions religieuses en bypassant l'Assemblée nationale, ça pose un problème, ça crée une autre frustration. Vous comprenez? Mais les églises elles-mêmes devraient comprendre. Ils ont tiré le mandat de l'Assemblée nationale. Ils devraient rentrer, finir avec l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'après, d'autres options pourront être levées. Voilà, merci beaucoup, M. Fiyundondobouni, de votre passage. C'était un plaisir. Quand est-ce que vous allez quitter dans l'anonymat? Quand est-ce que vous serez aussi à la commande d'une institution? Parce que vous êtes Fiyundondobouni, vous êtes dans le cercle... Le chef de l'État, c'est lui les coachs. Le chef de l'État sait à quel moment... Vous êtes à l'aise dans votre position? Je suis architecte. Je suis le président de l'Ordre des architectes. Je suis architecte professionnel. C'est vrai, ce sont des fonctions par rapport à ma profession. Il n'y aura pas de frustration si aujourd'hui... Il n'y aura pas de frustration si aujourd'hui vous ne vous retrouvez pas sous le mandat du président Félix Tshisekedi. Il n'y aura pas de frustration, mais je sais que dans la conception du chef, il sait à quel moment est-ce qu'il va placer telle ou telle autre personne. Et vous attendez des nominations au niveau des entreprises publiques? Ça dépendra du coach national qui est le chef de l'État. Et vous serez partant pour ça? Évidemment, je suis disponible pour travailler pour la République. Voilà, merci. Voilà, un autre invité, c'est tout de suite.